Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce 30 juillet 2024 pour cette nouvelle édition de notre webinaire. En préliminaire, j'aimerais peut-être vous rappeler notre actualité prochaine, en particulier le 20 août, où nous faisons une journée d'information et de visite de l'EM à Genève. Et évidemment, le 6 et 7 novembre prochain, le masterclass à Vevey. Vous pouvez retrouver ces informations sur notre site internet où vous trouverez également le bulletin d'inscription. Maintenant, pour l'actualité récente. On a évidemment observé de près ce qui se passe sur le plan géopolitique, en particulier pour les conflits qui se passent toujours en Ukraine, dans la bande de Gaza et maintenant qui s'est étendu au Yémen. On a également les tensions en Corée qui sont toujours présentes, et puis on a la nouvelle donne aux USA avec le retrait de Joe Biden, et puis une nouvelle investiture qui va être décidée au courant du mois d'août. Côté européen, les élections en France se sont soldées par une certaine disparité et on ne connaît pas évidemment très bien quelle va être la situation politique en France, qui d'ailleurs s'étend un peu sur l'Europe, au Conseil à Bruxelles, où la stabilité n'est pas garantie non plus. Quand on regarde ce qui se passe sur le plan géopolitique, on se dit que les incertitudes devraient se ressentir dans le marché, et puis on s'aperçoit que finalement ce n'est pas le cas. Ce qui reste aujourd'hui très directement lié à la situation économique, c'est plutôt la question de l'inflation et puis la question des taux, en particulier aux USA, où maintenant on commence à avoir une précision d'une baisse de taux avant la fin de l'année, mais qui pour l'instant n'est toujours pas faite. On va voir le détail de ces applications avec Sabaudine Softitch. Merci Thierry pour cette introduction. Donc après plusieurs mois d'hésitation, la plupart des banques centrales ont commencé à effectivement baisser leur taux d'intérêt directeur. Une des rares exceptions à la règle pour le moment, c'est la Réserve fédérale américaine, mais ils ont également fait comprendre au marché que probablement une première baisse de taux directeur devrait avoir lieu plus tard cette année. Donc on va passer au travers des différents indicateurs économiques et financiers pour tenter de voir quel impact cela va avoir sur ces derniers. Donc si on regarde au slide 2, on peut constater qu'au niveau des taux obligataires long terme, ces derniers ont déjà commencé à largement anticiper ces mouvements de baisse du taux directeur, puisque ça fait plusieurs mois qu'ils sont stabilisés, voire ont commencé à baisser. Seule exception à la règle, comme on peut le voir sur ce slide, c'est au niveau de la Banque centrale du Japon, qui elle est une des rares banques centrales à pas vraiment avoir entamé une phase de resserrement monétaire. Plutôt, ils sont restés dans l'assouplissement, donc ça se reflète aussi au niveau des taux longs, puisque maintenant les attentes sont que la Banque centrale du Japon augmente ses taux d'intérêt directeurs et donc les taux longs commencent à anticiper également ce mouvement. Donc au slide 4, ce qu'on peut constater, c'est qu'au niveau des bilans des banques centrales, la plupart, sans surprise, ont été en baisse depuis plusieurs trimestres, puisque la plupart des banques centrales sont dans une phase de resserrement monétaire. Maintenant qu'elles rentrent dans cette phase d'assouplissement monétaire, on devrait plutôt voir l'inverse se produire une nouvelle fois. Et de nouveau, exception du Japon, puisque la Banque centrale du Japon est dans une phase plutôt de resserrement monétaire, où elle va rentrer dans cette phase, contrairement aux autres banques centrales. Au niveau du slide 5, on constate la courbe des taux, que ces courbes des taux sont globalement inversées, ce qui est le cas depuis plusieurs trimestres. Donc là maintenant, avec les baisses des taux directeurs à venir, ces courbes des taux devraient globalement se normaliser. Au slide numéro 6, on constate au niveau de l'évolution des devises que le franc suisse, historiquement bien sûr, on sait qu'il se renforce toujours par rapport à la plupart des autres devises, mais on constate depuis le début de l'année qu'il y a eu globalement une baisse du franc suisse. Donc ça, c'est dû au fait que la Banque nationale suisse a été une des premières à commencer à baisser ses taux directeurs. Donc une première baisse en mars, suivie d'une baisse en juin. Les attentes sont qu'ils vont faire une ultime baisse un peu plus tard cette année. Et globalement, ça a mis le franc sous pression puisqu'il a eu tendance à baisser contre la plupart des devises. On pense que une fois que les banques centrales vont effectivement toutes être dans une phase de baisse de leur taux directeur également, le franc suisse devrait à nouveau commencer à se renforcer. Au niveau du slide 7, c'est le dollar index. Donc on constate que sans surprise, dans la mesure où la Banque centrale américaine, la Fed, a globalement été très agressive dans ses hausses de taux directeurs. Ça a été une des premières à les monter, ça va être une des dernières à commencer à les baisser. Donc ça a maintenu clairement le dollar à la hausse. Maintenant que la Fed va probablement également commencer à baisser son taux directeur, on s'attend à ce que le dollar recommence à s'affaiblir.
Et ça va avoir un impact sur la plupart des classes d'actifs, notamment sur les marchés émergents qui ont globalement souffert d'un dollar fort, devraient plutôt profiter de ce dollar qui s'affaiblirait. Pareil sur les matières premières, comme on reviendra dessus tout à l'heure. Si on passe au slide 9, on constate qu'au niveau des marchés actions, globalement, malgré les volatilités qu'on connaît depuis quelques semaines qui ont un petit peu augmenté, les marchés restent globalement orientés à la hausse. Donc c'est clair qu'avec la baisse des taux directeurs à venir, cette tendance devrait probablement se poursuivre. Même si les marchés ont largement anticipé ces baisses de taux directeurs, on pense qu'une fois qu'elles seront effectives et qu'elles s'accéléreront sur la plupart des marchés, ça devrait maintenir en tout cas cette tendance de hausse sur les marchés actions. Au slide 10, on constate que le Baltic Dry Index, donc qui est un indice des prix des transports maritimes, est globalement en hausse depuis plusieurs mois. Donc ça, c'est un des indicateurs qui nous montre que le commerce mondial se porte globalement bien. Et donc, de nouveau, la baisse des taux directeurs à venir devrait plutôt soutenir positivement le commerce mondial. Au slide 11, au niveau des matières premières, donc on constate que depuis 2-3 ans, les matières premières sont globalement stabilisées après la forte hausse en 2021-2022. Donc c'est un des éléments, comme on le verra après, qui a permis une stabilisation, voire une baisse, puis une stabilisation des taux d'inflation. Donc c'est clair qu'une fois que la plupart des banques centrales vont effectivement accélérer leur baisse de taux directeur, les matières premières devraient plutôt de nouveau être orientées à la hausse. Alors on constate sur ce même slide qu'au niveau de l'or a déjà commencé à largement anticiper ces mouvements de baisse de taux directeur, puisqu'actuellement il se situe à un plus haut historique. Et on pense que globalement, l'or va probablement être orienté à la hausse sur les prochains mois. Au niveau du slide 12, pour reprendre un petit peu ce que je viens de dire sur les matières premières, là, on met un indicateur où on regarde finalement les cours des matières premières corrigés de l'inflation. Donc, ce n'est pas juste la hausse nominale, on corrige de l'inflation pour voir finalement si les matières premières sont plutôt chères ou plutôt pas chères. Donc là, on voit que les matières premières sont à un niveau, d'un point de vue historique, pas spécialement élevé. Donc là, on voit qu'il y a clairement de la marge pour une hausse dans les mois à venir. Ensuite, si on regarde un peu plus en détail à partir du slide 13, les indicateurs économiques cette fois-ci, on constate qu'au niveau de l'évolution des PIB, la plupart des régions ont été globalement sous pression, avec juste la Chine qui se démarque un petit peu du reste, où elle a été un peu plus forte que les autres marchés. Mais on voit que globalement, les croissances de PIB donc, ont été sous pression. Donc il est clair que les assouplissements monétaires en cours devraient probablement aider à faire repartir l'économie de manière un peu plus franche. Au slide 14, donc un autre indicateur économique au niveau du taux de chômage, on voit que les taux de chômage sont globalement compressés depuis plusieurs trimestres, se sont stabilisés ensuite à un niveau relativement bas, et là on constate qu'il y a une légère tendance à la hausse sur plusieurs régions. Donc c'est clairement un des éléments qui motive les banques centrales finalement à baisser à nouveau le taux directeur, puisque l'impact négatif sur l'économie se fait de plus en plus ressentir. C'est clair que ces baisses futures devraient, comme je l'ai mentionné avant au niveau des PIB, également au niveau du chômage, devraient aider à stabiliser les choses. Au niveau du slide 15, les indices PMI, donc là c'est plutôt des indicateurs prospectifs, où finalement on interroge les entreprises sur leurs attentes futures au niveau de l'économie. Et donc là on constate que globalement ces indicateurs ont été en baisse depuis plusieurs mois, sont à un niveau assez bas. Donc on pense que ça devrait s'inverser dans les mois à venir, parce que c'est clair que la baisse des taux directeurs, ces assouplissements monétaires, devraient de nouveau amener un certain sentiment positif sur l'économie, et ces indicateurs devraient probablement repartir à la hausse. Au slide 16, donc, qui à notre sens c'est un des slides les plus importants de la présentation, puisque c'est un peu lui qui détermine ce que les banques centrales vont être capables de faire par rapport à leurs assouplissements monétaires, c'est le niveau d'inflation. Donc là on constate que depuis les plus hauts atteints en 2022, ces taux d'inflation sont globalement en baisse sur la plupart des régions, et c'est un des éléments qui permet finalement aux banques centrales de commencer à baisser leurs taux, puisque leurs objectifs en termes de taux d'inflation sont quasiment atteints. Maintenant, ce qui sera intéressant à suivre, c'est qu'une fois qu'elles seront effectivement dans un état avancé de cette baisse des taux directeurs, comment l'inflation va réagir et si elle va repartir à ce moment-là à la hausse. Pour finir, si on passe au slide 17, pour finalement, qu'est-ce que ça donne concrètement sur les perspectives par classe d'actifs au niveau de ces différents indicateurs et ce qu'on peut en attendre pour les trimestres à venir. Donc nous, globalement, on n'a pas changé nos vues par rapport à ça depuis plusieurs trimestres, c'est-à-dire qu'on continue à être plutôt négatif sur les obligations, puisqu'on trouve que le ratio risque-rendement attendu n'est pas optimal.
optimale. Donc c'est clair, c'est une classe d'actifs qu'on a tendance à plutôt sous-pondérer, surtout les échéances longues, qui à notre sens peut présenter un risque si l'inflation repart à la hausse. Et on gère en fait cette faible pondération des obligations en général par une très large diversification en privilégiant les actifs réels. Merci de votre attention. Thierry, je te rends la parole. Merci Sabaudine pour cette présentation très complète. Si on résume la situation, on s'aperçoit que la baisse des taux est actée à peu près partout, sauf aux États-Unis où elle est en attente, et que le risque d'une baisse du dollar est lié à cet événement. Évidemment, ce qui va rester sous surveillance, c'est la question de l'inflation, qui pourrait avoir une reprise, et c'est ce qu'on redoute. La question est de savoir maintenant quel impact ça peut avoir sur nos fonds et puis quel est notre positionnement actuel en réponse à cette situation. Et c'est Sabine Djamaresi qui va vous en parler. Merci Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les tendances actuelles du marché et les perspectives passionnantes pour les mois à venir. Préparez-vous à une plongée enrichissante dans le monde de la finance durable et des opportunités d'investissement. Commençons sans plus tarder. L'adage Sell in May and go away suggère souvent une faiblesse des cours boursiers durant l'été. Cependant, cette année, les marchés y restent tout de même à des niveaux élevés. Malgré quelques turbulences estivales, les perspectives pour les mois à venir sont plutôt favorables. Pourquoi? Voyons cela ensemble. Le premier facteur clé est l'influence des données économiques. Les marchés atteignent des nouveaux sommets grâce à des secteurs comme par exemple la technologie aux États-Unis. En Europe, les indicateurs économiques y sont positifs, comme par exemple les indices des directeurs d'achat et l'emploi, qui jouent eux un rôle crucial. La normalisation en cours aux États-Unis soutient également cette tendance. La politique monétaire est un autre facteur déterminant. La perspective des baisses de taux d'intérêt, elle améliore l'ambiance sur les marchés. Toutefois, on note que les banques centrales, elles doivent éviter d'agir trop rapidement pour ne pas raviver l'inflation. Toutes ces décisions sont donc influencées par les taux d'inflation et les conflits commerciaux. Les marchés politiques jouent également un rôle crucial. Les résultats des élections européennes montrent une montée en puissance des partis populistes qui affectent la stabilité politique. Et aux États-Unis, tout devient de plus en plus incertain. On note également une augmentation des activités de fusion et des acquisitions qui offrent des opportunités aux entreprises qui sont sous-évaluées. Le capital investissement joue un rôle majeur avec des fonds prêts à être investis, stimulant ainsi le marché. C'est une période propice pour repérer les bonnes affaires. Nous avons aussi la situation des PME. Les petites et moyennes entreprises, elles restent souvent encore sous-évaluées. Cependant, l'amélioration des taux d'intérêt et des perspectives de croissance pourrait attirer de nouveaux investisseurs, offrant ainsi des opportunités intéressantes. Les PME ont donc un potentiel inexploité et méritent notre attention. En conclusion, les marchés boursiers bénéficient de plusieurs facteurs favorables malgré quelques incertitudes politiques et économiques. La conjoncture actuelle, elle présente des opportunités d'investissement intéressantes, notamment dans le secteur des technologiques et les entreprises sous-évaluées. Les perspectives pour les mois à venir sont globalement positives, malgré les défis potentiels. Passons maintenant à notre produit phare, le BCV AMC Tracker EcoCircularity. C'est un certificat activement géré, indexé sur un panier d'actions internationales en lien avec l'économie circulaire. Ce produit se distingue par sa gestion dynamique et discrétionnaire, visant à maximiser la rentabilité en y intégrant la thématique économie circulaire. La sélection des titres est basée sur une analyse fondamentale approfondie sur le long terme. Seules les sociétés de qualité stable, de qualité et faiblement endettées sont considérées pour le portefeuille final. Le portefeuille se compose principalement de sociétés liquides avec une bonne diversification sectorielle et géographique. Maintenant, passons à la slide suivante où nous voyons le processus d'investissement. Notre processus d'investissement est rigoureux et structuré en 5 étapes. Nous commençons par une analyse financière approfondie, suivie d'un filtre thématique basé sur l'économie circulaire.
Enfin, nous construisons un portefeuille final diversifié et de haute qualité. Maintenant, passons aux différents piliers de l'économie circulaire. Comme vous pouvez le voir sur le graphique suivant, nous avons 3 niveaux définis pour les piliers d'économie circulaire. Le niveau 1, l'économie circulaire est intégrée dans la nature même de l'activité de la société, comme par exemple le recyclage, la gestion des déchets, le partage. Et nous voyons ici l'exemple de la société Waste Management qui, elle, est active dans la collecte et le recyclage des déchets. Ensuite, si nous prenons le deuxième pilier, la définition est que la société est pionnière dans son industrie en matière d'économie circulaire. Ce n'est pas au cœur de son activité principale, mais elle l'intègre dans son processus. Pour exemple, les emballages recyclés, comme par exemple la société Mondi, qui, elle, produit des emballages et du papier. Pour finir, le troisième niveau, c'est la société qui n'est pas directement inscrite dans l'économie circulaire, mais elle soutient d'autres acteurs dans ce domaine. Par exemple, nous voyons les articles de presse, la fabrication de pièces de rechange, ou pour illustrer, si nous prenons une société en exemple, nous avons la société Accenture, qui fait des prestations de conseil en management et technologie. Passons maintenant aux caractéristiques du portefeuille. Nous notons les performances historiques en francs suisses de l'AMC Tracker depuis son lancement en 2020. Nous voyons l'évolution de performance sur l'année 2024 positive en absolu. Si nous passons maintenant à l'allocation par pays, nous remarquons que le AMC Tracker est bien diversifié, avec une exposition aux États-Unis, en Europe et dans le reste du monde. Et en termes d'allocation sectorielle, également une bonne exposition, une bonne diversification au sein des différents secteurs, tels que l'industrie, les biens de consommation ou encore les technologies. Passons maintenant aux perspectives pour l'économie circulaire. Nous restons optimistes quant aux perspectives de l'économie circulaire. Les régulations environnementales et la prise de conscience des consommateurs créent des opportunités d'investissement intéressantes. Nous continuons de chercher des entreprises pionnières qui offrent des solutions innovantes et durables. Maintenant, passons au slide suivant. Notre stratégie Global Environnement se concentre sur une diversification thématique et géographique. Le portefeuille inclut entre 30 et 60 sociétés qui se positionnent sur des thématiques comme l'efficacité énergétique, la mobilité durable et la gestion des déchets. Les caractéristiques du portefeuille Global Environnement sont les suivantes. Sur l'image supérieure, nous voyons l'évolution de la performance en euros par rapport à l'indice MSCI World. Les répartitions thématiques sont diversifiées dans différents secteurs, comme vous pouvez le voir, avec une pondération importante dans l'efficacité énergétique, les matériaux écologiques, la gestion de l'eau ou encore les énergies renouvelables. Et en termes géographiques, une exposition globalement diversifiée, tant avec des investissements aux États-Unis qu'en Europe et en Asie. Parlons des opportunités d'investissement dans le secteur des technologies de l'environnement, en particulier dans le contexte de la demande croissante en électricité due aux avancées technologiques. Malgré des perspectives attractives et des valorisations raisonnables, les investisseurs restent encore frileux face à tout ce qui est thématique environnementale. Pourtant, la transformation des systèmes énergétiques offre un potentiel immense et de création de valeur, surtout en réponse à l'explosion de la demande d'électricité qui est causée par l'intelligence artificielle et d'autres technologies émergentes. Les data centers, par exemple, verront leur consommation électrique doubler d'ici 2026. Les entreprises spécialisées dans l'amélioration de l'efficacité énergétique des serveurs et des systèmes de refroidissement bénéficieront particulièrement de cette tendance. De plus, si nous prenons la démocratisation des véhicules électriques et la pénétration croissante de tout ce qui est pompe à chaleur, ces éléments devraient accroître la demande en électricité d'environ 15 à 20% selon les différentes études, après une année de décroissance en Europe et de stabilisation aux États-Unis. Cela représente à la fois des défis, mais également des opportunités pour les entreprises qui seront capables de s'adapter avec ces nouvelles exigences. En conclusion,
Les perspectives sont prometteuses pour les investisseurs intéressés par la transformation des systèmes énergétiques et les technologies propres. Les acteurs qui sauront innover et répondre à la demande croissante en électricité seront les grands gagnants de cette transition énergétique. Enfin, notre stratégie Europe Dividende est axée sur les sociétés à haut dividende. Malgré les préoccupations géopolitiques, ces sociétés devraient être plus résilientes que le marché global, offrant des dividendes stables même en période de récession. Passons maintenant aux caractéristiques du portefeuille. Sur le graphique supérieur, nous pouvons voir l'évolution des performances de la stratégie Europe Dividende en comparaison à l'indice MSCI Europe. Le graphique à gauche nous démontre la répartition par secteur avec des investissements importants dans tout ce qui est consommation discrétionnaire, industrie ou encore consommation de base. Le graphique à droite nous expose la répartition géographique du portefeuille et comme vous pouvez le constater, il est très bien diversifié dans tous les pays européens. Passons maintenant à nos perspectives. En parlant des perspectives d'investissement, j'aimerais mettre l'accent sur l'importance des dividendes dans un contexte de marché incertain. Il est légitime pour les investisseurs de se demander si les marchés boursiers n'ont pas anticipé une croissance excessive, surtout avec les conditions monétaires qui étaient beaucoup plus strictes, les risques géopolitiques et la menace de récession. Dans ce climat d'incertitude, les attentes de performance pourraient se tourner davantage vers les dividendes plutôt que vers l'appréciation des prix des actions. Le concept « l'argent est roi et le profit éphémère » pourrait devenir pertinent si les entreprises commencent à rencontrer des difficultés à répondre aux attentes en matière de bénéfices. En période difficile, les entreprises tentent généralement de maintenir le versement de dividendes même lorsque le bénéfice par action diminue. Les dividendes peuvent donc jouer un rôle crucial dans la performance d'un portefeuille, surtout s'ils sont utilisés efficacement sur le long terme. Pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille et à se protéger contre l'inflation et les périodes de récession, les dividendes peuvent offrir une solution stable et résiliente. En conclusion, dans un environnement économique incertain, il peut être judicieux pour les investisseurs de se concentrer sur les dividendes pour préserver leurs revenus réels et améliorer les performances de leur portefeuille. Merci pour votre attention. Nous sommes à un tournant intéressant pour les investissements durables. Si vous avez des questions, je serai heureuse d'y répondre. Ensemble, faisons un pas vers un avenir financier durable et prospère. Merci. Thierry, je te laisse faire la conclusion. Merci. Merci beaucoup, Sabine. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce webinaire. Je vous rappelle que vous pouvez encore nous rejoindre pour le 20 août à Genève ou le 6-7 novembre à Vevey pendant notre masterclass. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée et puis un bel été, beaucoup de soleil, peut-être un peu de plage. À bientôt.